Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce jeudi 6 mai. L'homme qui a tué un policier hier à Avignon est toujours activement recherché. Il a ouvert le feu sur le brigadier de 36 ans lors d'une intervention anti-drogue. Celui-ci a rapidement succombé à ses blessures. Ce meurtre suscite une immense émotion, en particulier au sein de la police. Les plus de 50 ans pourront se faire vacciner contre le Covid à partir de lundi et tout le monde pourra s'inscrire sur un créneau libre dès mercredi. Emmanuel Macron veut vacciner toujours plus vite, mais l'objectif des 20 millions mi-mai sera difficile à tenir. C'était une démonstration de force. Des dizaines de bateaux de pêche français se sont massés devant l'île de Jersey pour réclamer le droit de pêcher. La marine britannique a envoyé 2 patrouilleurs sur zone, imités par la marine française. Tout le monde est rentré calmement ce soir. Dans ce journal, nous entendrons les témoignages des 2 religieux enlevés par un gang armé en Haïti début avril. Ils ont passé 19 jours en captivité. Nos reporters sont allés à leur rencontre. Et puis partout en Europe, on se prépare à accueillir de nouveau les touristes. Nous irons sur l'île portugaise de Madère, qui fait tout pour choyer ses visiteurs. Il s'appelait Éric Masson. Ce policier de 36 ans, père de 2 enfants, a été abattu de 2 balles hier lors d'un contrôle sur un lieu de trafic de drogue dans une rue d'Avignon. Le meurtrier a dégainé son arme et tiré sur le brigadier qui se trouvait à quelques mètres de lui, le blessant mortellement au thorax. Il a réussi à prendre la fuite avec un complice. L'émotion des policiers est immense ce soir. Stéphanie Pérez, Alexandre Allais, Pierre-Jean Perrin. Lentement et en silence, les collègues d'Éric Masson s'approchent de l'endroit où le brigadier a été abattu en service hier soir. Moment de recueillement, une rose à la main, à la mémoire de ce policier très apprécié de 36 ans. Des contrôles antidrogue, ils emmènent régulièrement. Celui-ci a tourné au drame. Ce mercredi soir, vers 18h30, alors qu'il revient d'une mission anti-stupéfiants, le brigadier est appelé avec son équipage dans le centre d'Avignon pour un attroupement. En fait, sur place, tout est calme. Mais un peu plus loin, les policiers assistent à une vente de cannabis entre 2 individus et une cliente. Ils suivent l'acheteuse, puis la rattrapent, leur brassard à la main. C'est à ce moment-là que 2 individus se sont avancés en direction des 2 policiers et que l'un d'entre eux, qui portait une sacoche en bandoulière, leur aurait demandé ce qu'ils faisaient là. Éric Masson aurait alors décliné sa qualité de policier, mais l'individu à la sacoche s'emparait immédiatement d'une arme de poing et faisait feu sur lui à 2 reprises, l'atteignant au thorax et à l'abdomen. Le policier qui ne porte pas son gilet pare-balles s'effondre. Malgré l'intervention rapide des secours, le fonctionnaire père de 2 fillettes décède sur place, entouré de ses collègues sidérés et sous le regard de riverains impuissants. Quand on est arrivé, voilà, on a vu un homme à terre, ses collègues en pleurs. Et on est resté, on l'a vu mourir sous nos yeux. L'auteur des tirs a pris la fuite. Dans le quartier connu pour être un point de trafic de drogue, l'émotion se mêle à l'exaspération. Maintenant, on en a assez, là. Les gens, ils ont peur. Il y a déjà eu des tas de pétitions. Et à chaque fois, ce qui est répondu, c'est qu'on ne peut rien faire parce qu'il faut prendre en flagrant délit. Écœurement aussi de l'ensemble de la police, qui y voit la preuve d'une banalisation de la violence contre les forces de l'ordre. Il faut qu'aujourd'hui, ces individus aient peur d'agresser un policier. Parce que si on donne le sentiment de ne plus donner de sanctions ou peu de sanctions dès lors où on agresse un policier, on en arrive à des extrémités, malheureusement, comme on constate aujourd'hui. Plusieurs syndicats de police appellent à une mobilisation le 19 mai. Et on retrouve Éric Pelletier en direct d'Avignon. Éric, 24 heures après la mort du policier, où en est la traque de son meurtrier? Bien, le meurtrier et l'homme qui l'accompagnait sont toujours en fuite, mais ce soir, l'étau policier semble se resserrer. La police judiciaire s'intéresse à 2 jeunes hommes connus dans le quartier pour faire du trafic de drogue. Ils ont à leur disposition assez peu de vidéosurveillance, mais en revanche, dans cette traque, ils ont un témoin clé, un témoin qui est en garde à vue. Il s'agit de cette femme qui avait été contrôlée quelques secondes avant les tirs contre les policiers, contrôlée en train d'acheter du cannabis. Les moyens à disposition de cette traque sont importants. La police judiciaire, le RAID, la police technique et scientifique à la recherche du moindre indice. Il s'agit de retrouver au plus vite les 2 fuyards. Merci Éric.
Toute personne de plus de 50 ans pourra se faire vacciner dès lundi et n'importe qui, quel que soit son âge, pourra s'inscrire sur un créneau resté libre à partir de mercredi. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé ce matin. L'exécutif continue d'élargir un peu plus la vaccination car il craint de ne pas atteindre son objectif de 20 millions de personnes ayant reçu au moins une dose le 15 mai. Jules Longchamp, Bruno Giraudon. Alors, c'est votre première injection. Le compte à rebours est lancé. Atteindre l'objectif de 20 millions de premières injections le 15 mai, la France en est encore loin. Alors Emmanuel Macron, ce matin, a décidé d'accélérer la cadence. À partir de lundi 10, je dis bien de lundi 10, les vaccinations commenceront pour nos concitoyens qui ont plus de 50 ans. Les personnes âgées entre 50 et 55 ans, soit environ 3 millions de Français supplémentaires, pourront donc se faire vacciner à partir du 10 mai. La date a été avancée de 5 jours. Deuxième mesure, dès mercredi prochain, tous les majeurs pourront prendre rendez-vous pour bénéficier des doses inutilisées en fin de journée. Tant mieux. Le but, j'imagine que c'est de vacciner un maximum de monde. Donc oui, tant qu'à faire, c'est une bonne idée. Vu que je suis pas vraiment une personne à risque pour le moment, pour le Covid, je vois pas la raison pour laquelle que je devrais me précipiter pour me faire vacciner, quoi. Pour rattraper son retard et écouler les stocks, le gouvernement assouplit les règles. Car jusqu'à aujourd'hui, plusieurs milliers de doses par jour ne trouvaient pas preneur, selon le responsable de ce site de réservation. Ça va représenter quelques milliers de rendez-vous par jour dans une cinquantaine de centres. Donc à partir de mercredi, il y aura à peu près 20 000 rendez-vous qui seront disponibles pour les 25 millions de Français qui ne sont pas encore éligibles à la vaccination. Au rythme actuel, l'objectif des 20 millions de vaccinés au 15 mai n'aurait pas été atteint. Les nouvelles mesures pourraient changer la donne à certaines conditions. Aujourd'hui, effectivement, ça va être assez difficile d'atteindre l'objectif de 20 millions de vaccinés au 15 mai. Il n'est pas inatteignable, mais ça va être très compliqué. Il faut vraiment que tous les créneaux de vaccination soient pourvus d'ici là. Enfin, dès aujourd'hui, les 16-17 ans qui risquent de développer une forme grave du Covid peuvent eux aussi se faire vacciner. C'est un choix compliqué que doivent faire tous ceux qui ont reçu une première injection d'AstraZeneca avant qu'il ne soit déconseillé aux moins de 55 ans. Ce sont principalement des soignants. Aujourd'hui, ils n'ont pas d'instruction claire pour la seconde dose. Doivent-ils se faire injecter un vaccin d'un autre type? Doivent-ils prendre le risque de se passer d'une seconde piqûre? Florence Griffon, Olivier Martin et Philippe Pivet. Elle s'est fait vacciner pour rassurer ses patients, mais aujourd'hui, c'est elle qui est inquiète. En mars dernier, Stéphanie Ingrand, infirmière de 43 ans, était prioritaire pour la vaccination. Elle a reçu une première dose de vaccin AstraZeneca. Mais depuis, la politique vaccinale a changé. Le vaccin est devenu réservé aux plus de 55 ans. Résultat, pour sa deuxième dose. Le 12 mai, je vais avoir donc la deuxième injection et ce sera du Pfizer. Comme elle, 500 000 personnes doivent changer de vaccin. Tous ont moins de 55 ans. Principalement des soignants et des personnes souffrant de comorbidités. Ce qui nous pose souci, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de recul. On a vraiment l'impression finalement d'être un peu des cobayes par rapport à la vaccination. C'est vrai qu'on se pose des questions sur les retombées que ça peut avoir sur notre santé et surtout aussi sur l'efficacité par rapport à la Covid-19. D'un côté, le vaccin AstraZeneca est un vaccin classique qui transporte un virus rendu inoffensif. De l'autre, les vaccins Pfizer et Moderna sont deux vaccins à ARN messager. Ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Alors, y a-t-il un risque à mélanger ces deux types de vaccins? Pour l'instant, aucune étude n'a pu être menée à son terme pour répondre définitivement à cette question. Mais les scientifiques sont confiants. Certes, on manque de publications scientifiques, mais ce n'est pas la première fois qu'on fait du panachage de vaccination. Pour d'autres maladies, on l'a déjà fait. Et on n'a pas de signal qui nous montre que ça risque de moins bien fonctionner. Ce soir, Alain Fischer, le conseiller vaccin du gouvernement, va dans le même sens. Il estime lui aussi qu'il faut plutôt continuer à réserver AstraZeneca aux plus de 55 ans. Ce soir, plus de 17 130 000 personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin. Par ailleurs, 21 712 nouveaux cas de Covid ont été recensés en 24 heures et 5 231 patients Covid sont en réanimation. C'est 171 de moins qu'hier. Bonsoir Damien Mascret. Ça baisse.
Est-ce que la vaccination y est pour quelque chose? Sans doute, sans doute. On s'aperçoit finalement, grâce à des études qui ont été faites aux États-Unis, que le bénéfice est même encore plus grand en début de campagne. Ça tombe bien, en France, on est plutôt en début de campagne. On voit sur cette courbe la baisse des morts évitées. C'est-à-dire, potentiellement, il y aurait eu ces morts. Eh bien non, ils sont évités grâce à la campagne de vaccination qui progresse, la couverture vaccinale qui augmente. Et les Américains ont même calculé que pour chaque point supplémentaire, chaque pourcent compte, pour chaque point supplémentaire, on va éviter 2 millions de cas et un peu plus de 9000 décès. Ça, c'est entre 40 et 50%. Ensuite, entre 50 et 60% de couverture vaccinale, c'est un peu moins, mais c'est quand même encore spectaculaire. On évite quand même plus d'1 million de cas et surtout, on évite plus de 5000 décès. Est-ce qu'il est plus efficace de vacciner aujourd'hui les jeunes que les plus âgés? Alors là aussi, la stratégie est en train de changer. Et c'est logique parce qu'au départ, on savait que les vaccins protégeaient justement contre les infections. Donc on a voulu protéger les personnes les plus fragiles. Mais maintenant qu'on sait, et ça depuis 2 mois, on a des données, qu'on évite aussi la transmission du virus, eh bien ça vaut la peine, et c'est ce que nous disent les modélisations de l'Institut Pasteur, de vacciner les plus jeunes, parce qu'en faisant ça, on réduit la circulation du virus et on protège les plus fragiles. Merci Damien. Alors comment fournir la France, l'Europe, le monde entier en vaccins le plus vite possible pour arrêter cette pandémie? Peut-être en levant les brevets de Pfizer, Moderna et autres pour que n'importe quel labo puisse fabriquer leurs vaccins. Hier, le président américain Joe Biden s'y est dit favorable. C'est assez révolutionnaire. Emmanuel Macron lui a emboîté le pas aujourd'hui. Les 27 en débattront demain au sommet de Porto. Est-ce que cela peut aboutir? Laurent Desbonnets, Julie Vitaline et Francis Siemouès. C'est une annonce surprise, un revirement majeur pour les États-Unis. L'administration Biden est désormais favorable à une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Mais pourquoi faire? Les labos qui ont mis au point ces vaccins ne seraient plus les seuls à pouvoir les produire. Tous les pays auraient accès au secret de fabrication. Techniquement, n'importe quel producteur de pharmaceutique peut légalement produire le vaccin. Ça permettra d'augmenter la capacité de production. Avec à la clé une baisse des prix et un accès beaucoup plus large aux vaccins, en particulier dans les pays pauvres. Les labos seront-ils donc perdants? Dès l'annonce américaine, les cours de Pfizer, BioNTech et Moderna ont chuté en bourse. Les brevets, c'était la certitude pour eux de rentabiliser leurs investissements massifs et rapides réalisés pour la recherche du vaccin. Selon certains experts, sur le long terme, cette mesure pourrait avoir des effets négatifs. Ça pourrait freiner la recherche derrière sur les maladies futures parce que les sociétés ne trouveront plus un intérêt autant à investir. Alors cette idée a-t-elle une chance d'aboutir? Tout va se jouer ici, à Genève, le siège de l'Organisation mondiale du commerce qui accueille chaleureusement la position américaine. Dans la foulée, la Russie et la France se disent aussi favorables à une levée des brevets. Mais les négociations s'annoncent longues. Il faut l'unanimité des pays membres de l'OMC et ce n'est pas gagné. L'Allemagne annonce ce soir qu'elle s'y oppose au nom de la propriété intellectuelle. Selon Berlin, même sans brevet, il faudrait des mois pour lancer de nouvelles filières de production. L'urgence serait donc plutôt d'augmenter les exportations de vaccins vers les pays pauvres. Les États-Unis, pour l'instant, n'ont exporté aucune dose. La deuxième étape du déconfinement débutera dans 13 jours. Les Français scrutent déjà l'ouverture des terrasses et n'hésitent pas à réserver. Les restaurants et les bars s'activent pour remettre la machine en route, se faire livrer par leurs fournisseurs. Parmi eux, les brasseurs. Leurs ventes ont fortement baissé l'an dernier car on ne sert pas de pression à domicile. Reportage d'Angélique Etienne et Régis Massini. Cela faisait 6 mois que ce n'était pas arrivé. Dans cette brasserie alsacienne, enfin, les cuves de bière sont à nouveau remplies. Là, toute la cave est complète. On a refait le plein depuis 3 semaines. On retourne à un régime à 100%. Après des mois de chômage partiel, chaque employé a donc retrouvé son poste. Pour Gaël Stéphane, il faut se remettre à la recette de cette bière blonde. Là, on a la phase d'ébullition qui permet à la fois de stériliser. Et c'est aussi à cette étape-là qu'on va ajouter le ou les houblons. Ça fait du bien de reprendre un train de production normal où on voit vraiment toutes les phases habituelles du brassage. Si les brasseurs s'activent, c'est qu'au service commercial, enfin, les commandes reprennent. Notre grossiste Adam Boisson qui a pris des fûts là, pour la réouverture. Et c'est d'autant plus important que les bars et les restaurants
représentent les 2/3 de leur chiffre d'affaires. On voit que ça accélère. On a nos partenaires grossistes en boissons qui reviennent vers nous pour nous demander l'état de nos stocks. Il faut dire que 2020 a été brutal pour le marché de la bière. Après des années de croissance, les ventes en France ont chuté de 10% et les plus touchées, ce sont les petites brasseries, comme ce bar à Strasbourg, qui produit sa propre bière. Les 3 cuves qui sont derrière moi sont remplies, les 2 autres sont vides. Depuis la fermeture en octobre, le propriétaire a perdu 90% de ses ventes. Il n'a maintenant que 2 semaines pour relancer la production. On a fait le choix d'avoir le plus de bière possible au moment de la réouverture, le plus grand volume possible pour ne pas être en rade. Mais les brasseurs sont unanimes. Seule une ouverture totale des établissements leur permettra de sauver leurs entreprises. La circulation sur tout le territoire est autorisée de nouveau depuis lundi, mais c'est demain que l'on s'attend à de grandes migrations pour le week-end du 8 mai. La SNCF a rétabli la plupart des trains suspendus. Agnès Giraud-Carlier et Antoine Hussert ont assisté à la remise sur les rails des rames à l'arrêt depuis plus d'1 mois. Tout doit être prêt pour le grand rush des ponts de mai. Au cœur de ce technicentre, 15 rames à remettre en état. Portes, système de freinage, un contrôle approfondi obligatoire pour transporter à nouveau les voyageurs. On a changé les verrous, on remet tout en conformité pour que la rame puisse circuler tranquillement en sécurité. Extérieur du train, mais aussi intérieur. Tout est passé en revue. Donc on prépare les climatisations pour l'été et pour les grands week-ends qui vont arriver. Être sûr que tout fonctionne. Dès demain, tous ces trains auront quitté le technicentre, direction la gare Montparnasse. Car pour la SNCF, c'est la reprise. Elle passe de 4 à 8 trains sur 10. Très content, soulagé de pouvoir partir un petit peu, partir en week-end, ça va être sympa. Je vais régulièrement Toulouse-Paris, effectivement, c'est beaucoup plus simple pour moi. J'ai déjà regardé les futures réservations et ça s'annonce plus facile. Pour l'heure, les réservations sont en baisse de 40% par rapport à un mois de mai normal. Mais dans cette tour de contrôle de la gare, les agents sont à pied d'œuvre. Toujours prévu vers 15h, voie numéro 1, je reviens vers toi dès que la rame est annoncée. On va avoir des conducteurs, des astreintes, des gens qui attendent au cas où. S'il y a un problème, hop, on peut remplacer. Donc c'est ce genre de choses qui, quand vous avez moins de trains, le petit problème il se rattrape. Quand vous avez beaucoup de trains, un petit problème peut faire boule de neige parce qu'il y en a d'autres qui arrivent derrière. Une reprise très attendue aussi par certains cheminots, comme ce chef de bord. Lui était au chômage partiel 1 jour sur 2 le mois dernier. On a eu une période un peu bizarre, là, même depuis une année. Là, on va reprendre normalement. On sait que le mois de mai, c'est un mois spécifique parce qu'avec tous les ponts et les week-ends, on va avoir pas mal de boulot. Mais on est prêt. Les trains sont en place, prêts pour la reprise. En revanche, pour le wagon-bar, il faudra attendre encore un tout petit peu, jusqu'au 9 juin au moins. Certains n'ont pas attendu le week-end pour partir loin de chez eux, sous le soleil de la Corse. L'île de Beauté veut absolument sauver sa saison touristique. On vaccine à tour de bras, on met en place des protocoles et le grand nettoyage des hôtels, des restaurants a commencé. Reportage de Paul-Luc Meunier, Soigny Thiebaud et Ludovic Lavieille. Pour son réveil, Bonifacio se refait une beauté. Partout, dans les rues, sur le port, les commerçants sortent le grand jeu. Derniers ajustements. Il faut les décaler un peu sur la droite, non ? Avant le déconfinement. Là, on va les remettre dans leur logement. Ces marins reprennent aujourd'hui du service, après 6 mois, sans aucune activité. Ça, c'est pour la visite de sécurité, pour demain. Voilà. Tout sera prêt demain, là ? Oui. Non, ça, c'est certain. À quai, déjà des touristes. Et sinon, vous avez le circuit 2. Donc là, c'est la grande balade jusqu'aux îles Lavédi. Ce couple arrive de Normandie. Vous profitez de la fin des limitations de déplacement ? C'est ça, tout juste. Ça fait du bien de voir du monde, là ? Oh oui. On attendait vraiment patiemment et là, franchement, ça fait plaisir. Rien que de pouvoir parler, ça nous avait vraiment manqué. Car en haute saison, Bonifacio accueille en temps normal 20 000, parfois 25 000 visiteurs par jour. Seront-ils au rendez-vous cette année ? Aucun doute pour cet hôtelier. C'est une réservation qui est arrivée hier, du 19 au 23 août. Pour l'instant, seuls 10% des chambres sont réservées cet été, mais il l'assure. 5, 6, 7. Les clients reviennent. On a reçu 16 réservations d'un coup, ce qui n'était pas arrivé depuis le mois d'octobre. Moi, je suis confiant, je pense qu'on va faire au pire comme l'année passée. C'est-à-dire qu'on va travailler à partir du mois de juin, juillet, août, septembre. Mais derrière l'optimisme, par endroits, une pointe d'inquiétude.
Depuis la réouverture il y a 3 jours, cette petite épicerie de la vieille ville est déserte. Ça, c'est du porc austral. Le porc austral, c'est le cochon noir, le cochon de race corse. Après un hiver sans chiffre d'affaires, ils misent tout sur l'été. Bonjour. Pour se rattraper. Bonjour. On se pose des questions sur la marchandise à commander. Est-ce qu'on commande comme les années précédentes? Est-ce qu'on commande moins? On a quand même certaines interrogations là-dessus. Il y a des petits doutes. Quand même, petits. On essaie de les cacher. Et l'enjeu est de taille. À Bonifacio, près de 85% de l'activité économique est liée au tourisme. Le ton est monté aujourd'hui au large de l'île de Jersey. Des dizaines de bateaux de pêcheurs bretons et normands se sont massés pour réclamer l'autorisation de pêcher dans les eaux britanniques. Londres a répondu en envoyant 2 navires de la Royal Navy pour surveiller la situation. Paris a répliqué ce matin en dépêchant sur zone 2 patrouilleurs. Le récit de Mathieu Boisseau avec Thomas Paga et Mathieu Baudouin. 50 à 70 bateaux massés devant l'île de Jersey, surveillés par 2 navires militaires britanniques. 2 patrouilleurs français également déployés. Voilà où mène l'escalade de la tension après le Brexit. Ici, c'est une collision entre une embarcation française et une britannique, l'un des rares débordements d'une action pacifique pour le reste. Les pêcheurs qui ont bloqué pendant quelques heures ce ferry sont partis de Bretagne ou de Normandie la nuit dernière. Notre équipe a suivi ces matelots de Granville, écœurés par la réduction de leur accès à cette zone de pêche. On va à la mer tous les jours, c'est pour notre gagne-pain. Si derrière on a moins de ressources ou moins de pêche, on va le sentir passer. À 25 km seulement du Cotentin, les eaux de Jersey comme Guernesey sont britanniques, mais prisées des pêcheurs français car faciles d'accès. Seulement depuis le Brexit, leurs quotas y sont réduits progressivement de 25% et surtout le Royaume-Uni tarde à distribuer les licences indispensables, un peu plus d'1 sur 10 seulement selon les autorités françaises. Ce patron affirme avoir perdu la moitié de sa zone de pêche. Voilà, le problème, c'est que toute la partie en zone là, la zone rouge je veux dire, qui est délimitée là, ça voilà, on va y être interdit. En fin de matinée, les pêcheurs finissent par obtenir un rendez-vous avec le gouvernement de Jersey. Et je suis assistant ministre pour l'environnement. Mais les autorités locales et britanniques n'ont pas annoncé pour l'instant d'assouplissement des règles. Les Français se disent donc prêts à d'autres actions. De toute façon, on ne peut pas travailler, donc on n'aura que ça qu'à faire. Les pêcheurs ont regagné leur port dans l'après-midi, mais leur exaspération n'a pas disparu, ni celle du gouvernement français. Ces derniers jours, la ministre de la Mer avait même menacé de couper l'approvisionnement de Jersey en électricité, assuré depuis l'Hexagone. La crise sanitaire a profité au commerce de proximité, mais aussi au hard discount. En un an, les enseignes Lidl et Aldi ont vu leur chiffre d'affaires bondir, respectivement de 16 et 12%. Alors que les Français étaient inquiets pour leur pouvoir d'achat, ils ont cherché les prix les plus bas. L'enquête de Maëva Damois et Mathieu Benito. Elles sont plus populaires que jamais, taillées pour la crise. Lidl, Aldi ou encore Netto, ces enseignes discount ont gagné des parts de marché ces derniers mois. Action est le dernier à s'être implanté en France. En 10 ans, 600 magasins comme celui-ci ont ouvert en périphérie de ville. Jasmine Longuet aide à domicile, s'y rend au moins 4 fois par mois. Je vois la différence des prix. Quand vous voyez payer 1 € et quelques, vous allez dans les autres magasins, vous payez plus de 3 €. Vous dites qu'il y a un problème, quoi. Ici, en majorité, des produits d'hygiène, de bricolage et de loisirs, très convoités depuis le premier confinement. Mon salaire entre 700 et 800 €. Quand vous avez fini de tout payer dans le mois, il ne vous reste plus grand-chose. Alors, 30,96 €. Le prix moyen des produits, 1,72 €. Le secret de l'enseigne, des économies sur la logistique. On va avoir donc un système de transport qui va être optimisé avec des camions double pont qui vont nous permettre de transporter 60% de marchandises en plus, par exemple. On ne va pas utiliser de musique en magasin, ce qui va nous permettre aussi d'économiser en ne payant pas de droits d'utilisation, de diffusion. Pendant cette crise, les magasins discount ont regagné les faveurs des clients. Plus 400 000 fidèles pour Lidl ces derniers mois. En mars, il a même dépassé en gain de part de marché les géants Leclerc et Carrefour. D'ailleurs, copiant les codes de la grande distribution classique, Lidl a maintenant sa boulangerie. Tellement je fais le réassort sur les demi-baguettes rustées. Des baguettes cuites sur place. Même stratégie pour les fruits et légumes en partie bio.
réapprovisionner toute la journée. Il y a 10 ans en arrière, on avait 30, 40 références de fruits et légumes. Aujourd'hui, on en a plus de 140 tout au long de l'année. Et chaque fois que c'est possible, on veut du français. Des changements appréciés par les clients. Ils ont quand même amélioré le côté esthétique du magasin, ce qui fait que c'est un peu plus attrayant aussi. Tous les produits sont derrière des vitres, donc c'est propre, il n'y a aucun souci. Alors l'enseigne se permet d'aller encore plus loin. Fini la mise en avant des articles à bas prix. Elle affiche désormais en tête de rayon des produits plus chers, comme ces entrecôtes normandes. La 4e journée du procès de Nordal-Lelandais aux assises de Chambéry a été particulièrement éprouvante. Des images de la victime, Arthur Noyer, quelques instants avant sa mort, ont été diffusées. On retrouve Nathalie Pérez à Chambéry. Nathalie, la cour d'assises a toujours espoir de faire parler Nordal-Lelandais. Oui, et c'est tout l'enjeu de ce procès. Demain, la cour d'assises espère beaucoup de l'interrogatoire de Nordal-Lelandais, cette fois sur les faits. Mais avant cela, cet après-midi, il a dû faire face à une vidéo sur laquelle on voit les derniers instants de vie du jeune Arthur Noyer. On voit d'abord le jeune homme dans une discothèque. Il danse, insouciant, au milieu des fêtards. À ce moment-là, sa mère esquisse un triste sourire. Et puis, on aperçoit la frêle silhouette dans la rue, titubant, visiblement très alcoolisé, avant qu'il ne sorte du champ de la caméra. Il n'y aura pas d'autres images. Mais à ce moment-là, la salle se fige, car c'est quelques minutes avant qu'il ne croise la route de Nordal-Lelandais. Merci Nathalie. Après l'assassinat d'une femme de 31 ans par son mari mardi soir à Mérignac, le gouvernement a lancé une mission d'inspection pour connaître les conditions de remise en liberté du meurtrier et son suivi. L'homme avait été condamné à 18 mois, dont 9 avec sursis pour des violences conjugales l'an dernier. Libre, il avait agressé son ancienne compagne il y a à peine 2 mois. Ils ont passé près de 3 semaines en captivité, retenus en otage par un gang en Haïti. Sœur Agnès et le père Michel sont libres depuis vendredi. Nos reporters Agnès Varamian et Ariel Monange se sont rendus sur l'île et ont recueilli le témoignage des 2 religieux. Ils racontent leur enlèvement, l'attente et l'optimisme, la foi qui ne les a jamais quittés. C'est la maison des missionnaires de Saint-Jacques au cœur de Port-au-Prince. Un jardin, surtout un îlot de paix au sein duquel le père Michel Briand retrouve les siens. Merci en plus. Tout commence sur une route à l'est du pays. Le prêtre se rend à une cérémonie avec un groupe, dont ces 2 religieux. Leur convoi est stoppé par des hommes en armes. Ils vous ont dit quoi en premier? Ah, très menaçant. Violent. Avez-vous une arme sur vous? Donnez-moi l'arme. Les agresseurs les dépouillent et les mettent en garde. Si vous cachez quelque chose sur vous, on vous met par terre. Par terre? Ah ben, on vous tue. Et bon, on s'est dit, ça y est, on est kidnappés. Les kidnappeurs les voici dans l'une de leurs vidéos. Un gang connu en Haïti. Leur chef réclame de l'argent pour libérer le groupe. Les otages sont changés d'endroit plusieurs fois, détenus les derniers jours à 10 dans une pièce. On était allongés sur le dos les uns à côté des autres, on se touchait. On avait mal sur tout notre corps, mal aux reins, mal aux os, mal sur tout l'ensemble du corps. Ça nous faisait mal parce qu'on était sur du dur. Agnès. Agnès. Agnès, oui. Agnès. Sœur Agnès Bordeaux, 81 ans, était aussi otage. Vous allez bien? Ça va, bien. 20 jours de captivité dans la jungle, à dormir par terre, manger peu, en pensant parfois au pire. Quand ils nous ont bandé les yeux, j'y ai pensé, je dis bon. Quand ils nous ont mis les menottes, j'y ai pensé. On a eu les menottes aussi. Il allait nous tirer. Qu'il allait les tirer, puisqu'ils étaient 4 avec leurs armes, et puis on entendait les armes quand même bouger, quoi. Oui, j'ai eu peur. Sœur Agnès est depuis 2 ans en Haïti, pays rongé par les kidnappings. Au moins 20 par semaine, cette fois, c'était son tour. Et je l'ai vécu en me disant, c'est ça qu'ils vivent. Et je ressens dans mon corps, dans mon cœur, tout ce que vivent ces gens qui sont kidnappés. Au nom du Père et du Fils. Le père Michel vit depuis 36 ans en Haïti. Il a parlé en créole à ses gardiens. Libre, il leur offre son pardon chrétien. Aimer son ennemi, c'est pas cautionner le mal qu'il fait. Aimer son ennemi, c'est de vouloir que Dieu le transforme et le change. Et pour ça, vous lui pardonnez? Oui, je le pardonne.
Quelle rançon a été versée? Les religieux disent ne pas savoir. Libres, aucun d'entre eux n'est retourné encore marcher dans les rues de Port-au-Prince. Ce sont les suites de l'affaire de l'alliance ratée entre LR et LREM en région PACA. Le maire de Nice, Christian Estrosi, annonce qu'il quitte les Républicains. Dans une interview au Figaro, il dénonce la dérive de la direction du parti. Il envisage de créer une formation politique de rassemblement. Hier, c'est le maire de Toulon, Hubert Falco, qui a annoncé quitter les Républicains. Ce fut un coup de tonnerre. Le 10 mai 1981, il y a 40 ans, le candidat socialiste François Mitterrand était élu président de la République après 23 ans dans l'opposition. Le peuple de gauche explosait de joie. Celui de droite craignait le pire avec l'arrivée au pouvoir des alliés communistes. Jeff Wiedenberg et Jean-Marie Lecartier nous font revivre cet événement. Cette chambre, la numéro 15 à l'hôtel du Vieux-Morvan, a une histoire. François Mitterrand y a passé la journée du 10 mai 1981 devant ce paysage. Comme chaque dimanche électoral ici, à Château-Chinon, où il vient depuis 1956. Ce dimanche-là est pourtant bien différent des autres. C'est ici, en haut de ces escaliers, que le président a pris son élection par Jean Glavany. C'était un peu après 18h. Autour de 18h. Vous savez comment il a réagi? Écoute, moi, je n'étais pas présent, mais d'après ce qu'on m'a dit, il a dit « Ah bon ?» Ah bon? Ah bon. Nous allons vous raconter la victoire de François Mitterrand, ce jour où la gauche est arrivée au pouvoir. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. L'image restée dans les mémoires est d'abord celle d'un écran de télévision qui surgit 5 secondes avant 20h. 4, 3, 2, 1... Nous avions voulu que le vainqueur de l'élection apparaisse peu à peu jusqu'au niveau du nez, parce qu'il se ressemblait, pour garder un ultime suspense. François Mitterrand est élu président de la République. 23 ans qu'ils attendaient ce moment. Alors au siège du Parti Socialiste, rue de Solferino, c'est l'explosion de joie. À Château-Chinon, François Mitterrand a quitté la chambre numéro 15. Il est un peu plus de 20h, le résultat est désormais connu de tous, et c'est sur ce balcon du Vieux-Morvan que François Mitterrand va faire sa première apparition de président élu. Et ce nouvel élu a la victoire plutôt sobre. Un sourire discret, un geste, pas plus. C'était l'explosion de joie. Même les communistes étaient heureux comme tout. Tout le monde faisait la fête? Tout le monde faisait la fête. Mais lui? Non, impossible. C'était le même personnage qu'on a connu avant qu'il soit président. Pendant ce temps, un vent de liesse souffle sur les villes de France. Klaxon, cris de joie. La capitale n'est pas en reste. Certains voient en cette journée l'équivalent de la fin de l'Ancien Régime. Le choix de la place de la Bastille s'impose donc. C'est ici qu'après 20h, la foule, le peuple de gauche, comme on l'appelle alors, vient fêter la victoire. Car pour eux, c'est le grand soir. Jack Lang, emporté par sa fougue mitterrandiste, déclare que les Français sont passés de la nuit à la lumière. Les socialistes ont promis de changer la vie euphorique. Leurs supporters y croient, pour eux, pour leurs enfants. Je dois leur apprendre jusqu'à présent ce que c'était que le chômage. Maintenant, je vais leur apprendre ce que c'est que le verbe vivre. Voir fleurir le socialisme en France, je crois que je disais je vais crever avant de le voir. Vers minuit, l'orage s'invite à la fête. On s'embrasse beaucoup le 10 mai. Pas partout cependant. Rue Cognac-Jay, au siège de la télévision réputée proche du pouvoir, ça grince. On parle déjà dans les couloirs de chasse aux sorcières. En un instant, ceux qui avaient abondamment servi sous Giscard d'Estaing étaient devenus des mitterrandistes acharnés. Ils réclamaient des têtes pour sauver la leur. Nous avons assez vite compris, à travers les regards, les invectives qu'on entendait, que assez vite, notre compte allait être bon. Le 10 mai aura été une fête spontanée et assez désordonnée. L'entrée en fonction de François Mitterrand 11 jours plus tard et sa cérémonie millimétrée au Panthéon seront tout l'inverse, à l'image d'un président qui voulait des symboles pour débuter son mandat. France Télévisions se mobilise autour de l'opération Nous, les Européens. Depuis le début de la semaine, le groupe diffuse des documentaires, des fictions, des magazines pour vous parler des 500 millions de citoyens que compte l'Union. Ce soir, nous vous emmenons au Portugal, sur l'île de Madère, qui attend avec impatience, comme en Corse, comme sur nos côtes, le retour des touristes. Reportage de Julien Cholin et Armel Exposito. À nous, à Madère. La joie de partager un repas au restaurant entre amis, c'est ce que sont venus chercher ces Français, venus de Seine-et-Marne après des mois de confinement. Ah oui, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur, ça fait boum boum dans le cœur. Parce que là,
On profite vraiment de la vie comme avant, quoi. Contrairement au reste du Portugal, Madère accueille les visiteurs étrangers depuis début mars, avec une stratégie rassurer à tout prix. Certificat de vaccination ou de guérison exigé à l'arrivée. À défaut, les visiteurs sont testés, sur place si nécessaire. Résultat, avec seulement une vingtaine de cas par jour sur toute l'île, les restaurants sont autorisés à servir en salle comme en terrasse. Au revoir. Au revoir, à une prochaine fois. Aux yeux de ce restaurateur, maîtriser l'épidémie est une question de survie. Vous avez 2 endroits, un sans Covid, un avec Covid. Où est-ce que vous allez? Les Anglais, les Allemands, les Français. Si l'île aura beaucoup de cas, certainement ils vont choisir autre endroit. Il faut dire qu'à Madère, le tourisme représente un quart de l'économie de l'île. Et pour l'instant, les voyageurs restent plutôt rares. Salut Patricia. Salut Johanna, bienvenue. Ça va? Tout va bien? On a des clients qui ont réservé chez vous. Cette voyagiste française enregistre bien quelques réservations dans cet hôtel, mais à condition de prendre le temps de rassurer ses clients. Leur question en ce moment, c'est surtout de savoir si on doit rester en quarantaine, si on doit utiliser le masque régulièrement, si les restaurants, les musées sont ouverts, enfin, s'ils peuvent vraiment faire des vacances normales. En gros, c'est ce qu'ils veulent savoir. Tous ces efforts suffiront-ils à attirer les voyageurs? À l'heure où de nombreuses ambassades déconseillent toujours les déplacements à l'étranger. Dès cette semaine, un allègement du couvre-feu devrait permettre le retour de la vie nocturne ici à Funchal et dans toute l'île. Un argument de plus pour tenter d'attirer dès à présent des touristes impatients de retrouver une vie normale. Et dans un instant, une soirée exceptionnelle avec à 21h05 le documentaire Bruxelles, ton univers impitoyable, suivi d'un débat en direct du Parlement européen animé par Francis Letellier. Ce sera après le journal météo de Chloé Nabédian. Demain, vous retrouverez Julien Bugier à 13h et Laurent Delahousse à 20h. Bonne soirée sur France 2, à lundi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27.